Ça veut dire que je vais diversifier où j'ai une monnaie tangible. Donc une monnaie tangible, c'est comme le CFA ou l'euro ou le dollar, je les ai. Et puis, je vais les convertir en crypto-monnaie en espérant que ces cryptos vont prendre de la valeur dans les années à venir. Oui. Sur ça, ma position est toujours la même, qui est que si on ne sait pas comment ça se met en place, effectivement, c'est pas la peine d'y mettre son argent. D'accord. Ça, ma position est là. Mais par contre, dans le premier cas, je trouve très pertinent qu'un opérateur économique, ça lui permet de gagner de l'argent aussi. Parce que si vous payez moins de frais, vous gagnez de l'argent, vous faites des économies. Vous suivez le rendez-vous de l'entreprise, votre émission consacrée au développement de vos activités, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, dans ce numéro, nous allons parler des crypto-monnaies. Je suis en plateau avec M. Ouattara Navaga, notre spécialiste des questions relatives à l'entrepreneuriat et également aux questions relatives à la finance. Et nous recevons ensemble aujourd'hui Mohamed Bouhari, Mohamed Bouhari, qui est un expert en crypto-monnaie. Avec lui, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la crypto-monnaie, si ça représente des opportunités d'investissement, en tout cas tout un tas de questions que nous aurons à lui poser, auxquelles nous allons, j'espère, obtenir des réponses. Monsieur Ouattara, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, Bouhari, ça va bien? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous suivent? Alors, généralement, ma présentation est souvent très compliquée aussi, mais je vais faire simple. Donc, je suis Bouhari Mohamed, c'est le nom que mes parents m'ont donné à la naissance. Je me définis comme étant généralement un jeune africain qui essaie tant bien que mal de s'en sortir dans un environnement assez complexe comme le nôtre. Donc, je suis spécialiste de la blockchain et des crypto-monnaies et je suis également auteur, conférencier. Et aujourd'hui, j'accompagne ou alors je vulgarise l'écosystème crypto-monnaie et de la blockchain pour favoriser une adoption massive en Afrique francophone. D'accord, bien entendu. Alors, la crypto-monnaie, comment vous pouvez définir la crypto pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, qui ne connaît rien vraiment? D'accord. Alors, la crypto, de façon très simple et basique, ce n'est que une représentation virtuelle de l'argent. La crypto-monnaie, c'est un moyen d'échange d'argent, sauf que ça vient apporter une touche particulière qu'on a par rapport à notre système financier actuel. Ça vient casser l'intermédiation qu'on a. Je prends un exemple. Bouhari veut envoyer de l'argent à M. Ouattara. Bouhari doit passer forcément par un organe central qui est une banque. Même si j'utilise Orange, Wave, UBA, tout ça, il y aura forcément un organe central. La crypto-monnaie vient donc apporter cette solution et dit, ok, je peux transférer de la valeur à quelqu'un, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un sans nécessairement passer par un intermédiaire qui est au milieu de nous en fait. Donc c'est ça de façon globale et de façon simple, la crypto-monnaie. C'est de l'argent dématérialisé qui permet l'échange de valeur en P2P sans nécessairement passer par un intermédiaire. D'accord, et nous savons que la crypto-monnaie, ailleurs, dans d'autres continents, c'est les valeurs qui explosent. Je prends l'exemple avec les bitcoins. Donc pourquoi est-ce que ça représente autant de chiffres par rapport un bitcoin, nous sommes autour des 50 $. Donc comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors il faut comprendre un truc simple, c'est que ce que les gens ne comprennent pas généralement, c'est le volet investissement dans la crypto. D'accord. La crypto à la base n'a pas été créée pour l'aspect investissement, comme étant un produit, un actif financier où on peut mettre de l'argent. La crypto-monnaie à la base, avec sa première crypto-monnaie qui a été inventée, qui est le Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies qui est sortie en 2009, qui a été inventée par un Satoshi Nakamoto. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas son identité parce qu'on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Il faut comprendre pourquoi Bitcoin a été créé. Bitcoin a été créé après la crise des subprimes. Et Bitcoin est venu donc résoudre un problème dans notre finance actuelle, ou alors dans la finance traditionnelle, qui est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, le problème d'intermédiation. Bitcoin est venu dire, ok, on a eu des révolutionnistes, on a eu des personnes qui se disaient, il faudrait que les gens puissent avoir cette possibilité-là de transmettre de la valeur sans nécessairement passer par un organe central, sans être contrôlé. Bitcoin est donc arrivé avec cette solution-là pour permettre aux gens de pouvoir envoyer de l'argent, recevoir, transférer de la valeur sans nécessairement passer par un intermédiaire. Et ce que les gens ignorent, c'est que Bitcoin est sorti en 2009, mais ce n'est pas l'année de création de Bitcoin. Bitcoin, c'est juste
le travail depuis le 40 ans de recherche et de développement. D'accord. Le travail de Bitcoin a commencé depuis 1974. D'accord, ok. Nous allons revenir plus en longueur sur ça. Monsieur Ouattara, je vais me tourner vers vous. Nous savons ici qu'en Afrique, les jeunes, voilà, notamment les entrepreneurs, sont toujours en quête d'opportunités d'investissement. Alors, sur la question du Bitcoin, est-ce que selon vous, ça représente une opportunité d'investissement? D'abord, avant de me répondre, vous allez nous donner votre avis voilà, sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Merci. Je voudrais vous souvenir que lors d'une de nos précédentes émissions, oui. Je pense qu'on a un auditeur qui avait posé une question sur les crypto-monnaies, sur les investissements des crypto-monnaies. Oui. Et j'avais répondu par une boutade en disant que j'investis dans ce que je connais. Et je ne conseille pas aux gens d'investir dans ce qu'ils ne connaissent pas. Je le disais parce que j'estimais que je ne connaissais pas suffisamment les crypto-monnaies pour pouvoir y investir moi-même. Donc, oui. Malgré ma casquette de financier, je ne peux pas m'y engager. Et les réponses que notre ami a données tout à l'heure sur la crypto-monnaie, Oui. je retiens un aspect important que je connaissais déjà, mais que je retiens dans ce qu'il a dit, c'est l'intermédiation, le contrôle. L'employeur ce thème plusieurs fois, il a dit intermédiation, contrôle. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qui contrôle qui. Parce que si nous sommes dans un environnement où il n'y a pas de contrôle, le risque des abus existe. Évidemment, à un certain seuil qu'on ne sait pas forcément maîtriser. Tout à fait, oui. Par contre, quand on a un organisme de contrôle, et d'ailleurs, je pense que c'est ce que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, d'alors et gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, avait dit en 2021, si j'ai bonne mémoire encore, je ne sais plus, en 2021, il estimait que la question du contrôle et de la garantie, parce que vous savez, une monnaie, il y a une garantie par derrière. La question du contrôle et de la garantie est tellement importante dans une monnaie que si on n'est pas capable de déterminer ça avec la crypto-monnaie, nous, en tant qu'État, quand je dis État, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je parle des pays de l'Afrique de l'Ouest et autres, des États plus ou moins, je ne vais pas dire faibles, mais moins robustes que des économies comme les États-Unis ou la France et autres, on ne peut pas demander à notre population de pouvoir investir dans ce genre de monnaie, oui. Parce que nous ne savons pas dire comment on contrôle la monnaie. Et moi, en tant que financier, je ne dis pas que je m'aligne sur la position de l'ancien gouverneur de la BCEAO, mais je comprends. Oui. Je la comprends parfaitement, oui. Et peut-être même que je la partage. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, on le constate bien, il y a des milliers de personnes voilà, qui en possèdent et ça représente une valeur financière qui est assez importante. Donc, cela n'empêche que des jeunes ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, souhaiteraient tout de même investir. D'autant plus qu'on ne sait pas qui est derrière. Tout à l'heure, vous le soulignez, le créateur même de ces cryptos-là, on ne sait pas qui il est, s'il existe réellement. Donc, est-ce que vous comprenez les préoccupations de M. Ouattara qui dit qu'il y a des risques d'abus? Donc, comment est-ce que vous percevez cette question-là, notamment sur la régulation des crypto-monnaies, et ensuite vous allez nous dire pourquoi est-ce que ça pourrait représenter une bonne opportunité d'investissement pour les jeunes qui nous regardent. Alors, ça c'est une très très belle question en matière de réglementation, et il faudrait comprendre que je suis de ceux qui militent à ce que cette réglementation-là puisse arriver au niveau des crypto-monnaies chez nous. Pourquoi je milite à ce que cette réglementation puisse arriver? Parce que, ça va donner une certaine crédibilité au domaine, et de deux, ça va également permettre à l'État. Je prends un exemple. Moi, personnellement, sur l'intervalle janvier à juin 2024, je travaille avec certains entrepreneurs, avec certains e-commerçants. Entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on a fait plus de 500 millions de transactions du Cameroun et la Côte d'Ivoire pour l'Asie. 500 millions de... Oui, en CFA. D'accord, on va dire 1 million de dollars. Voilà, disons ça à peu près. Pour l'Asie. Oui. Et imaginez, ça ce n'est que moi à mon échelle. Oui. Je connais d'autres personnes en Côte d'Ivoire qui font plus que ça. Et ces entrepreneurs-là, ça leur aide à faire quoi? À payer leurs fournisseurs, à pouvoir faire des achats et à pouvoir accéder facilement à ce que
peut-être avec la banque que les gars ne pouvaient pas faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent payer en crypto-monnaie, c'est ce que vous avez Oui, exactement, c'est ce que je suis en train de faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la crypto à la base, c'est un moyen de paiement. À la base, ça a été fondé pour être un moyen de paiement. Et de nos jours, on liste plus de 2 millions de crypto-monnaies qui existent. Donc, il faudrait aussi comprendre l'utilité derrière chaque crypto. Parce que les gens ne font pas souvent ce distinguo-là. Quand tu entres dans le domaine de la crypto, c'est un peu comme si tu entrais dans le domaine de l'entrepreneuriat de façon générale. Dans l'entrepreneuriat, tu as des boîtes qui font dans le marketing. Tu as des boîtes qui font dans la comptabilité, qui sont experts comptables. Tu as des boîtes qui font dans l'événementiel. Tu as des entreprises qui font dans peut-être le commerce, le transport. Dans le domaine de la crypto, c'est pareil. Tu as les entreprises crypto qui ont été créées dans le domaine du marketing, les entreprises crypto qui ont été créées pour des solutions de paiement, des entreprises crypto qui ont été créées pour l'événementiel, le tourisme et tout ça. D'accord, donc je vois que c'est plus ou moins utilisé dans plusieurs secteurs d'activité. Alors sur la question de l'investissement, donc pour vous, quels sont les avantages aujourd'hui pour les jeunes qui voudraient se tourner vers les crypto-monnaies? Parce qu'il y a une absence de régulation, de contrôle, donc déjà... L'avantage d'y investir. D'accord. Alors, en termes d'avantages, j'aimerais d'abord terminer avec le point sur l'importance du coup pour les jeunes entrepreneurs qui adoptent ça en matière de paiement et puis d'achat au niveau international et puis en matière d'échange. C'est très important pour eux. C'est très rapide, simple par rapport à la banque et moins de frais de transaction. Je vous raconte une anecdote. Okay. J'ai appelé un ami en France, j'ai commandé certains livres sur Amazon. C'était 3 livres qui coûtaient pratiquement 22 500. Il fallait que je transfère de l'argent au gars. Il m'a demandé de l'envoyer par la méthode RIA. Et quand je suis arrivé à RIA pour envoyer de l'argent, j'ai dit ok, je veux que mon ami reçoive 22 500. Combien est-ce que je vais payer? Tu sais combien on m'a demandé? On m'a demandé de payer 26 000. D'accord. Donc ça veut dire faire 26 000 moins 22 500. Tu vois ce qu'ils ont coupé en matière de frais de transaction. Et lorsque je suis revenu pour envoyer la même somme en utilisant les cryptos, c'est combien j'ai payé de frais de transaction? Moins de 5 francs CFA. D'accord. Tu vois déjà le gap en matière de frais de transaction et puis de rapidité. Mon ami avec la crypto reçoit ça de façon instantanée. Là, c'est juste le volet pour les gens qui souhaitent utiliser l'échange. Voilà. Le deuxième volet en ce qui concerne l'investissement, M. Ouattara a soulevé un point très important, vous parlez de ça, c'est le point de la réglementation. D'autres acteurs comme moi du domaine pensent que l'État ne devrait pas s'impliquer là à l'intérieur. Mais moi, je dis que c'est une grave erreur. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit réguler ce domaine parce qu'à la fois, ça va profiter au gouvernement, à la fois, ça va nous profiter. Ça peut être un très bon moyen pour des entreprises crypto et ceux qui utilisent la crypto d'être taxés. En France, par exemple, tous ceux qui utilisent la crypto sont taxés de 30%. C'est vrai, je ne dis pas de prendre la réglementation française et de venir appliquer ça chez nous ici, non. Il faudrait que si on doit appliquer une réglementation à la Côte d'Ivoire ou à l'autre pays de l'Afrique francophone, qu'on puisse consulter ceux qui sont déjà du domaine pour pouvoir adopter des réglementations qui coïncident avec nos réalités propres. D'accord, bien en entendu. France, par exemple, 30% repart à l'État. Donc ça fait une source de revenus pour le gouvernement. Si on fait pareil ici, parmi les transactions que nous allons faire de crypto à franc CFA, le gouvernement va aussi toucher une part dessus. Et donc, ça va nous offrir plus d'opportunités parce qu'il y a, lorsque c'est réglementé, il y a peut-être des experts comptables comme ça qui vont commencer à s'intéresser au domaine parce que c'est réglementé. Ça va nous offrir plus d'opportunités parce qu'on sera ouvert au monde extérieur. D'accord. En ce qui concerne l'investissement maintenant, vu que on a parlé du volet de la réglementation, c'est un très bon outil. Moi, je dis toujours, actuellement, pour un jeune, réellement, qui veut peut-être se diversifier ou alors qui veut faire de la crypto-monnaie, c'est un excellent moyen. À chaque X heure, la crypto crée X millionnaires. Ça, c'est un truc qui est palpable. Mais en matière de rentabilité, il faut scinder deux catégories de personnes. Si vous me permettez vraiment de comprendre. Il faut distinguer deux catégories de personnes. Tu dois voir, est-ce que tu es dans le volet de ceux qui ont déjà de l'argent et veulent juste se diversifier, ou alors tu es dans le volet de ceux qui entrent à l'intérieur, non pas de l'argent, mais veulent du temps. Là, je parle beaucoup plus des jeunes, ça peut être des étudiants, des jeunes débrouillards. Tu dois faire ce distinguo-là. Ok, si je suis un débrouillard, je suis un jeune qui entre dans le domaine, je n'ai pas nécessairement de l'argent pour investir de façon directe. Quels sont donc les procédés et les mécanismes que j'utilise? La crypto offre donc cette possibilité à certains jeunes de pouvoir passer par ce qu'on appelle généralement des airdrops, des staking pour pouvoir avoir des retours en termes financiers. Si tu es dans le deuxième cas de figure, peut-être M. Ouattara, ok, il a un patrimoine
déjà qui existe. Il est dans l'immobilier, il est dans plein de domaines. Et dire que je veux peut-être diversifier mon portefeuille, je veux plus laisser peut-être mon argent à la banque. La banque m'offre quoi? Peut-être 3% l'année. Oui. Je vais essayer d'aller sur les cryptos. Là, on peut dire qu'en fonction de son profil, on essaie d'élaborer une stratégie de diversification et d'investissement. On va lui permettre peut-être de pouvoir viser le 10 à 15% de rentabilité annuelle. C'est très sur les intéressant. cryptos. D'accord. Ok, alors, Monsieur Ouattara, alors, Abouari, il est revenu sur pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que vous diriez à un entrepreneur qui souhaiterait investir dans les crypto-monnaies? Quelles sont les bonnes questions qu'il doit se poser? Bien évidemment, il faut toujours investir dans quelque chose qu'on connaît. Mais pour quelqu'un qui souhaiterait quand même tenter l'aventure, quelles sont les questions qui, selon vous, seraient bien qu'il se pose? Alors, j'ai entendu notre ami, je sens qu'il est passionné de ce qu'il fait, il connaît ce qu'il fait également, mieux que moi, parce qu'il est dans le domaine d'activité, mais j'ai compris deux choses Oui. dans ce qu'il a dit. Il y a des entreprises, les personnes qui rentrent dans le domaine parce qu'ils ont des moyens d'échange avec d'autres personnes. Et puis il y a ceux qui entrent parce qu'ils veulent y investir. Deux catégories. Si j'ai un conseil à donner à l'état actuel, c'est de dire, avant de rentrer dans les crypto-monnaies, pour un entrepreneur déjà, dans le cas d'un entrepreneur, c'est de pouvoir faire le point de ses fournisseurs et de ses clients. Que sont ceux qui, par exemple, utilisent déjà des crypto-monnaies, Oui. dans le but de pouvoir faciliter ses échanges avec ses fournisseurs et ses clients. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai, sur un point qu'il n'a pas forcément développé, et il a parlé du coût de la transaction. Il parlait du coût de la transaction, je fais partie 22 500 en France, ça me coûte tel montant et autres. Mais ça, c'est le coût direct, le coût visible. Mais il y a le coût caché. Oui. Le coût caché, c'est le manque d'opportunité que vous avez parce que vous n'avez pas pu réaliser une opération de transfert. Aujourd'hui, c'est vrai, dans le domaine économique que nous avons, beaucoup d'entreprises ont du mal à transférer. Là, je ne parle pas de 22 500, Ouais. je parle de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros. On a envie de les transférer à des fournisseurs en France ou aux États-Unis en millions de dollars, Oui. aux États-Unis, mais n'arrivent pas à le faire parce que les banques n'ont pas de devises. D'accord. Les banques n'ont pas de devises. Et donc, le fournisseur qui est de l'autre côté pense que tu vas gagner du temps en Côte d'Ivoire de ne pas le payer. Tu payes en crédibilité vis-à-vis de lui. Et tu payes en temps vis-à-vis de lui. Donc ça, ce sont des coûts cachés. D'accord. Exactement. Et si vous avez la possibilité en tant qu'entrepreneur d'avoir des fournisseurs ou des clients, vice-versa, qui utilisent des crypto-monnaies, ça fait une opportunité. Exactement. Parce que la question de la monnaie, c'est sa reconnaissance. Une monnaie, c'est la capacité des autres à la reconnaître comme monnaie. Tout à fait, oui. Dès lors que vous avez vos fournisseurs ou vos clients qui reconnaissent l'élément comme étant une monnaie, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est au niveau des investissements. Ça veut dire que je vais diversifier où j'ai une monnaie tangible. Donc une monnaie tangible, c'est comme le CFA ou l'euro ou le dollar, je les ai. Et puis, je vais les convertir en crypto-monnaie en espérant que ces cryptos vont prendre de la valeur dans les années à venir. Oui. Sur ça, ma position est toujours la même, qui est que si on ne sait pas comment ça se met en place, Effectivement. c'est pas la peine d'y mettre son argent. D'accord. Ça, ma position est là. Mais par contre, dans le premier cas, je trouve très pertinent Très- qu'un opérateur économique, ça lui permet de gagner de l'argent aussi. Parce que si vous payez moins de frais, vous gagnez de l'argent, vous faites des économies, vous gagnez de l'argent. Oui, bien Si sûr. vous payez vos fournisseurs à temps, Plus de crédibilité. vous avez plus de crédibilité vis-à-vis de vos fournisseurs. Et c'est un sujet qui est vraiment très important. Je pense que Oui. ça peut faire l'occasion même d'une autre émission sur les questions De diversifier ses moyens de paiement. Alors, Boiry, sur la vraie question que tout le monde se pose Ouais. concernant les crypto-monnaies, c'est quoi? J'achète une crypto à 2-3 $, et au bout de quelques années, j'espère, au bout de quelques mois, ou bien même encore à tout instant, ça peut passer ça peut acquérir une valeur de 100 000, 200 000 $, je dis peut-être n'importe quoi. Donc, je pense que les jeunes sont plus intéressés par ce volet-là. D'accord. Acheter des cryptos, voilà, les garder et espérer que ça explose au bout de quelques temps. D'accord. Donc comment ça se passe? Comment se fait-il que cette monnaie est aussi volatile dans tous les sens? Ça peut gagner en valeur tout comme en perdre. D'accord. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe réellement les cryptos? Comment est-ce qu'on en acquiert? D'accord. Et les différentes, comment dire ça,
mécanisme qui fait qu'elles gagnent en valeur ou quand elles en perdent? D'accord, c'est une très bonne question et c'est une large question aussi. Donc, permettez-moi, donnez-moi un peu de temps d'y répondre progressivement. Oui, allez-y, prenez votre temps, oui. En réalité, ce que M. Ouattara dit est un point très important. Pourquoi? On n'investit pas dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Je dis généralement aux gens, si tu ne connais rien du secteur de la crypto-monnaie, ne t'y aventure pas. C'est très important. Bon, désolé si j'ai tendance à regarder, dans les interviews, généralement, je dis les gens, je regarde les gens. Donc, dans la crypto, en réalité, si tu ne connais pas réellement, il ne faut pas t'aventurer dans le secteur parce que ça ne servira à rien. Il faudrait que les gens comprennent que la crypto-monnaie, c'est un domaine comme tous les autres. Oui. Et pour se lancer dans un secteur d'activité, tu dois comprendre le secteur d'activité. 2, tu dois établir une stratégie, surtout en matière d'investissement. Tu dois établir une stratégie d'investissement. Si des entreprises comme BlackRock, je pense que notre expert le sait, qui est le premier grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 11 000 milliards d'actifs sous gestion, a créé des investissements sur du Bitcoin pour ses clients. Si Vanguard le fait, si Fidelity le fait, si MicroStrategy est l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin, ils ont fait une levée de fonds d'1 milliard de dollars pour acheter des Bitcoins dans leurs réserves. Ça veut dire que d'une part ou d'une autre, ça a quelque chose à y voir. Maintenant, moi en tant qu'individu, moi en tant que jeune, moi en tant qu'entrepreneur, si je veux me lancer dans ce domaine, comment est-ce que je fais? La première des choses, tu ne te lances pas de façon vague. Tu dois établir une stratégie. Si aujourd'hui je veux me lancer dans l'immobilier, je dois établir une stratégie dans le secteur de l'immobilier. Pareil dans la crypto. Si je veux me lancer dans la crypto, je dois me poser la question, c'est quoi ma stratégie d'investissement dans les cryptos? Qu'est-ce que je vais rechercher? Quelle est la rentabilité que je recherche? Et quels sont les types de projets sur lesquels je vais pouvoir investir? Parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, il existe plus de 2 millions de cryptos. Tu ne vas pas aller investir sur ces 2 millions-là. Tu dois savoir sur quelle crypto-monnaie investir. Tout à fait, oui. Quand et comment investir. Et là, ça entre donc sur la question qu'on a généralement l'habitude de faire lors du consulting. On appelle la personne, demande, est-ce que tu as des préférences? Parce qu'on doit connaître son profil d'investisseur. Dans son profil d'investisseur, on entend par là quoi? Ses revenus par exemple, combien il gagne. Dans son profil d'investisseur, on calcule son taux de risque. Son taux par je vais dire sa capacité à pouvoir supporter le risque. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le risque? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas le risque? Et dans son profil d'investissement, on va également voir c'est quoi sa vision dans l'investissement. Est-ce que le gars entre sur le court terme, le moyen terme ou le long terme? Parce que j'ai des gars que j'accompagne qui sont sur une horizon de pratiquement 10 ans. Il y a d'autres qui sont sur des horizons de 3 mois. Donc tout ça, lorsqu'on connaît dans ton profil, on va donc élaborer une stratégie d'investissement pour toi. D'accord, une fois qu'on aura les réponses à toutes ces questions. Oui. Alors concrètement, les bitcoins, comment est-ce qu'on en acquiert? Comment est-ce que ça s'achète? D'accord, c'est simple. Aujourd'hui, avec l'évolution d'Internet, tout a été démocratisé. Ça veut dire qu'à travers ton téléphone, tu peux aller sur des plateformes généralement soit centralisées ou décentralisées. Des plateformes centralisées, tu peux les acheter, tu convertis ton CFA, tu achètes du Bitcoin. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que dans la crypto, on a ce qu'on appelle généralement des monnaies stables, des stablecoins. Les monnaies stables, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie dont sa valeur est plus ou moins équivalente à celle d'une devise. Je prends l'exemple de l'USDT. Un USDT équivaut à $1. Ça veut dire là, tu achètes peut-être de l'USDT et ensuite tu peux convertir donc en Bitcoin si tu veux pour pouvoir peut-être conserver cela dans ton portefeuille si tu as décidé d'investir sur du Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana ou sur Cardano. Donc dépendamment de toi, on établit donc une stratégie d'investissement pour toi en fonction de ton profil. Et dans ton profil, on doit connaître tes revenus bien évidemment. On doit connaître ton apport, je vais dire ta capacité à pouvoir supporter les risques. Il y a des gens qui ne supportent pas beaucoup de risques. Parce qu'il faut savoir aussi que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un marché extrêmement volatile, c'est le marché le plus volatile qui existe. Ça veut dire que tu peux investir sur du Bitcoin. Il y a un truc qui se passe actuellement, comme on a vu par exemple le 5 août, le marché est totalement baissier. Ça veut dire un Bitcoin qui peut être de 50 000 $ à pratiquement 20 000 $. Tout comme une bonne information, par exemple, lorsque les États-Unis, ils ont baissé leur taux d'intérêt il y a quelques jours
à la Réserve fédérale. Qu'est-ce qu'ils allont passer? Le marché des cryptos a connu une expansion phénoménale en fait. D'accord. Monsieur Ouattara, je vais revenir vers vous tout à l'heure pour que vous nous dites quel type de régulation faut-il mettre en place pour pouvoir contrôler ces bitcoins-là. Mais Boiry, tu es quand même d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui ne se posent pas toutes les questions qu'ils devraient se poser avant d'acheter des bitcoins. Pour eux, ils entendent j'achète telle ou telle monnaie sur une plateforme et je laisse au bout d'un certain temps pour que ça puisse gagner en valeur. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là? Alors, comme je te l'ai dit, parfois ce n'est pas de leur faute. Parfois c'est de la faute de ceux qu'ils écoutent. Et généralement, ces jeunes n'ont pas un pouvoir d'achat élevé. Quel jeune va retirer peut-être $200, disons même $1000, $2000, $3000 pour investir dans les cryptos? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Pour investir $2000 ou $3000 dans les cryptos, tu dois au moins avoir une source de revenus. C'est pourquoi l'une des premières questions que je pose généralement aux gens quand quelqu'un me dit je vais investir dans la crypto, ma question à la personne c'est est-ce que tu as déjà au moins une source de revenus stable? D'accord. Lorsque tu as une source de revenus stable, je pense que notre expert financier le connaît mieux que moi. C'est ce qu'on appelle quand tu finis de déduire tes charges, tu as un compte épargne. Quand tu finis d'épargner, tu as un compte qui est pour l'investissement. Et dans l'investissement, tout ça ne doit pas aller dans la crypto, bien évidemment. Il y a une partie qui doit aller dans autre chose et il y a une autre partie qui doit aller dans autre chose. Mais la stratégie que tu as évoquée, acheter les bitcoins et conserver dans ton portefeuille pour espérer que ça va prendre de la valeur, là c'est une stratégie parmi tant d'autres. Là c'est par exemple ce qu'on appelle du holding. Le holding, c'est une stratégie qui consiste à pouvoir acheter une crypto-monnaie à un prix relativement bas et espérer faire de la plus-value sur cette crypto-monnaie-là lorsqu'elle va prendre de la valeur. Ça, c'est juste une stratégie parmi tant d'autres qui existent dans la crypto. Oui. Il y a par exemple ce qu'on appelle du staking. Le staking consiste à quoi? À acheter une crypto-monnaie, bien évidemment. Au lieu de simplement posséder ça dans ton portefeuille, tu décides de mettre ça, tu décides d'offrir ça en fait à une plateforme, de mettre ça à la disposition d'une plateforme qui vont utiliser ça pour sécuriser la blockchain. C'est que vous n'avez pas parlé. J'ai cru que peut-être que vous allez me demander quelle est la technologie qui supporte les crypto-monnaies. Oui. En réalité, la technologie qui supporte la crypto-monnaie, c'est la blockchain. La crypto-monnaie n'est qu'une partie de cette technologie-là. D'accord. Donc, tu vois, donc, le holding, ce n'est qu'une stratégie parmi d'autres. Donc, tu peux utiliser d'autres stratégies en fonction, comme je disais tout à l'heure, de ton niveau par rapport au risque et de ton profil d'investisseur. D'accord, monsieur Ouattara, je me tourne vers vous à présent. Donc la crypto c'est tout un univers, hein. Voilà, c'est tout un univers et à entendre Boiry, il y a évidemment des questions à se poser avant de se lancer, comme dans tout domaine quand on souhaiterait entreprendre. Donc c'est une innovation, voilà, qui n'est pas forcément mauvaise à adopter, mais selon vous, il serait bien qu'il y ait des organes qui puissent regarder et voir ce qui se passe, parce que évidemment dans le monde nous avons vu des porteurs ou soit des créateurs de crypto-monnaies finir en prison. Voilà, on ne comprend pas tout ce qui s'est passé. Donc, pour vous, quel type de régulation faudrait-il mettre en place pour pouvoir contrôler tout ça? D'accord. Alors, pour répondre à votre question, peut-être qu'on va regarder c'est quoi le rôle des organes comme la BCEAO. Une banque centrale a trois rôles majeurs. Le premier, c'est l'émission monétaire, l'émission donc de la monnaie. Le deuxième rôle, c'est la gestion de la politique monétaire, donc de l'environnement que cette banque contrôle. D'accord. Et le troisième rôle, c'est les trois piliers. Le troisième rôle de la banque centrale, c'est la surveillance des acteurs. Ça veut dire généralement les banques. Pour le cas de la banque centrale, ce sont les banques. Si on veut réguler aujourd'hui le secteur de la crypto-monnaie, parce que le procès qu'on fait aux crypto-monnaies, justement, c'est ça. On ne sait pas qui émet et combien on émet sur le marché. Vous savez que nous sommes dans une économie et dans l'économie, c'est le principe de la rareté. Plus quelque chose est rare, plus il coûte cher, par définition. Donc, plus il y en a beaucoup, moins ça coûte cher. Donc, qui émet les bitcoins? Bon, je vois des bitcoins, c'est une monnaie parmi tant d'autres. Exactement. Et donc, qui émet la crypto? Et qui surveille et qui gère la politique monétaire de ces cryptos? Quel est l'organe qui s'en occupe? Et puis qui contrôle les acteurs qui disent par exemple que j'ai émis 10 millions de cryptos et puis on vérifie que c'est effectivement 10 millions de cryptos. Vous voyez, quand M. Boiry il achète
excusez-moi les termes, je ne les maîtrise pas trop comme vous. Ouais. Voilà, il achète un coin, peut-être, on va dire n'importe quoi, à 10 000 $ aujourd'hui. Demain, le même coin peut faire 3 000 $. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est la rareté ou l'abondance. Dans le cas d'espèces, c'est l'abondance. Et cette abondance peut être créée par quoi? Par l'injection de nouvelles crypto-monnaies dans le marché. Ça voudrait dire que les gens ont créé des nouvelles cryptos pour les injecter dans le marché. Dès lors, la vente de M. Boiré ne sera pas intéressante pour quelqu'un qui veut acheter des crypto-monnaies. Si lui dit, là, j'ai acheté à 10 000 et que je vais vendre à 12 000 faire ma plus-value, et qu'il y a beaucoup de cryptos dans le marché, personne n'achètera à 12 000. Ouais. Vous voyez l'exemple de la dernière fois. Oui. Si vous voulez vendre votre téléphone portable aujourd'hui et que vous me dites et ça coûte 100 000 francs, dès que je suis prêt à l'acheter à 100 000 francs, que quelqu'un d'autre me propose le même téléphone à 90 000 francs, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je l'achète à 90 000. Oui. Donc plus il y a de l'offre sur le marché, moins les prix sont hauts, donc les prix baissent. Oui. Donc fondamentalement, la réglementation, la régulation de ce secteur doit tourner autour de ces trois piliers. Et c'est tout pour le flash d'information. Nous vous invitons à vous faire enrôler pour la carte CMU couverture maladie universelle. La CMU vous garantit un accès à des soins de santé de qualité pour seulement 1 000 francs par mois. De plus, pour les personnes démunies, l'État couvre les cotisations. Vous pouvez trouver tous les sites d'enrôlement dans votre commune en consultant le www.ipscenam.ci.